À mesure que l'on s'expose de plus en plus à révéler ses blessures émotionnelles, il est important de garder à l'esprit que malheureusement, cette action peut être exploitée par certains individus pour causer du tort. C'est une réalité que, bien que non universelle, souvent certaines personnes trouvent une étrange satisfaction à observer la souffrance d'autrui, ou pire encore, à y contribuer. Cette dynamique de sadisme et d'envie, hélas, n'est pas rare et peut se manifester dans divers environnements de la vie quotidienne, dans le milieu professionnel, dans les cercles d'amis et même au sein de la famille. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Par conséquent, apprendre à protéger ses points faibles peut devenir un atout précieux. Si nous nous imaginons comme un arbre au milieu d'une tempête, nous visualisons les feuilles agitées, les branches oscillant au vent, mais le tronc reste inébranlable, profondément enraciné dans le sol. Ceci est un portrait de la résistance silencieuse que nous cherchons à enseigner, c'est l'art de rester ferme et fort malgré les adversités. Nous expliquerons comment renforcer encore davantage votre résilience en montrant que vous n'êtes pas facilement affecté par les turbulences externes ou internes. Chaque défi devient une opportunité de grandir, assimilant la force de l'arbre qui, bien que se balançant, ne se laisse pas abattre par la tempête. Il ne s'agit pas de nier l'existence de la tempête, mais de choisir de ne pas être vulnérable à elle. Ce processus d'apprentissage vous permettra d'être l'architecte de votre destin, en maintenant une posture solide, robuste et tranquille, même en plein chaos. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les 18 principes stoïciens d'Épicure, un philosophe éminent et renommé dont les idées ont perduré à travers le temps. De plus, je vous invite à vous aventurer dans le voyage de l'introspection, où vous découvrirez que la véritable force ne réside pas dans le tonnerre grondant, mais dans la sérénité de la lumière qui éclaire notre chemin. Par conséquent, je vous encourage à vous immerger dans ce contenu pendant les prochaines minutes, en écartant les distractions quotidiennes. Concentrons-nous ensemble sur ce processus d'apprentissage. Commençons. Principe numéro 1. Écoute 2 fois plus que tu ne parles. Cette prémisse philosophique nous invite à réfléchir sur une particularité humaine. Avoir 2 oreilles et une seule bouche. Dans les enseignements d'Épicure, cette distinction anatomique n'est pas une coïncidence, mais une sage indication que nous devons accorder plus d'importance à l'écoute qu'à la parole. Pourquoi ? Parce qu'en prêtant une attention pleine aux autres, nous ouvrons les portes à l'apprentissage et à la compréhension mutuelle. En écoutant activement, nous obtenons une perspective plus large du monde qui nous entoure. Épicure nous encourage non seulement à nous détacher de notre propre voix, mais aussi à valoriser et à apprendre des expériences, pensées et perspectives des autres. En résumé, la véritable croissance et le progrès dans la vie se réalisent en absorbant et en assimilant les connaissances partagées par ceux qui nous entourent. À partir de ce principe, il nous est demandé de réorienter notre attention, d'écouter avec empathie, ouverture et humilité, pour favoriser un dialogue enrichissant et une compréhension plus profonde du monde dans lequel nous vivons. Principe numéro 2. Prépare-toi à échouer, car c'est la seule manière de progresser. Dans notre quête de succès et de réalisation, nous avons tendance à éviter l'échec à tout prix. Cependant, selon Épicure, l'échec n'est pas un obstacle, mais une opportunité inestimable pour grandir et s'améliorer. Au lieu de craindre d'être considérés comme idiots pour avoir commis des erreurs, nous devons embrasser la possibilité de l'échec comme un moyen de progresser. Cette perspective défie la notion conventionnelle de succès, indiquant qu'il ne s'agit pas d'un événement soudain, mais plutôt d'un processus d'apprentissage continu. Épicure nous encourage à voir l'erreur comme un catalyseur pour perfectionner nos compétences et nous rapprocher de l'excellence. À travers le processus d'essai et d'erreur, nous affinons nos compétences, surmontons les obstacles et nous rapprochons de plus en plus de nos objectifs,
tant professionnels que personnels. Principe numéro 3. Attends-toi toujours au pire. L'anxiété, produit de l'anticipation constante de circonstances défavorables, peut nous plonger dans un état de stress continu et épuisant. Nous nous inquiétons pour l'avenir. Nos proches nous décevront-ils? Ferons-nous face à des problèmes financiers? Un autre revers inattendu nous surprendra-t-il? Épicure, avec son approche radicale et pratique, suggère un changement de perspective pour faire face à cette anxiété. Il nous défie de considérer que ce que nous craignons tant a déjà pu se produire. Cette mentalité, bien que déroutante au début, pousse notre esprit à développer des stratégies d'adaptation et de résilience. En supposant que le pire soit déjà passé, nous nous dotons d'une résistance psychologique pour faire face aux défis qui pourraient se présenter. Grâce à ce changement de perception, nous cultivons une résilience qui nous permet d'aborder l'avenir avec plus de calme et de confiance. Principe numéro 4. Sois conscient des dangers de la fortune. Le désir d'atteindre la richesse est souvent souhaité par beaucoup, mais peu reconnaissent les dangers inhérents à celle-ci. Il ne s'agit pas seulement des personnes qui s'approchent lorsque nous prospérons, prétendant une amitié qu'elles ne ressentent pas réellement. L'argent, une fois obtenu, a un pouvoir transformateur sur les gens, un pouvoir qui n'est pas toujours bénéfique. Souvent, en acquérant cette fortune convoitée, nous acquérons également quelque chose d'inattendu, la possibilité que nos valeurs morales soient menacées ou déformées. La possession de richesses peut influencer notre caractère, nous éloignant de la vie et des principes que nous considérions autrefois comme importants. La richesse peut être une épreuve de caractère aussi sévère que la pauvreté. Par conséquent, Épicure nous incite à rester vigilants et conscients de ces dangers et à ne pas permettre à la fortune de changer qui nous sommes en essence. Principe numéro 5. Ne t'accroche pas à un seul espoir. En tant qu'êtres humains, nous sommes dotés de la capacité de rêver et de poursuivre de multiples objectifs et aspirations. Miser toutes nos espérances et rêves sur un seul objectif peut être risqué, car l'échec de cet unique objectif pourrait être accablant. Épicure nous encourage à diversifier nos rêves et aspirations. En poursuivant plusieurs chemins vers le succès, nous multiplions nos chances d'atteindre nos objectifs. Cela nous donne flexibilité et résilience, nous permettant de nous adapter aux circonstances changeantes et de trouver satisfaction dans plusieurs domaines de nos vies. Principe numéro 6. La véritable richesse réside dans un esprit content. En raison du stoïcisme, Épictète avait sa propre conception du bonheur, que nous pouvons comprendre à travers l'une de ses phrases célèbres. Un sage est celui qui ne s'inquiète pas de ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de ce qu'il a. Cette réflexion va au-delà d'une simple pensée. C'est un conseil pour apprendre à cesser de nous affliger pour les richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Pendant que nous nous permettons de nous plaindre et de nous lamenter de ceux qui nous manquent, nous perdons de précieuses minutes de bonheur durant lesquelles nous pourrions être reconnaissants pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont habitués à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe numéro 7. Souviens-toi toujours que la mort nous attend au bout du chemin. Ce conseil n'a pas pour but de nous plonger dans un état de pessimisme, mais plutôt de nous inviter à réfléchir sur la nature finie de la vie. La mort est un destin inévitable, le dénouement final de nos actions et efforts. En gardant cette vérité universelle à l'esprit, nous sommes incités à valoriser le temps limité que nous avons dans ce monde. Cela nous pousse à reconsidérer nos priorités et à questionner la pertinence de passer des décennies à acquérir des possessions matérielles que, en fin de compte, nous ne pourrons emporter avec nous. En adoptant cette perspective, nous pouvons être plus conscients de la manière dont nous utilisons notre temps, en nous concentrant sur des expériences significatives et des relations, plutôt que d'accumuler des possessions matérielles. De plus,
Porter ces principes éthiques avec nous peut nous aider à cultiver une appréciation plus profonde de la vie et à vivre chaque moment avec authenticité et plénitude. Principe numéro 8. Intègre l'humilité dans ta vie. Si tu veux vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. Avec cette phrase, Épicure nous invite à faire preuve d'humilité, surtout dans le domaine de l'apprentissage. Vivre en exhibant la fierté de notre connaissance nous éloigne de plus en plus de la véritable connaissance, qui émerge de la conviction que nous sommes totalement ignorants de ce que nous prétendons apprendre. De cette façon, nous verrons tout à travers les yeux d'un enfant, qui abrite autant de capacités d'émerveillement que de désir d'apprendre. L'humilité enrichit non seulement notre savoir, mais elle renforce également nos connexions humaines en favorisant l'empathie et l'ouverture aux nouvelles idées et perspectives. Principe numéro 9. Assume la responsabilité de tes actions. Il est curieux de constater que lorsqu'une personne éternue près de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur d'être contaminés. Mais nous ne sommes pas aussi prudents pour éviter l'un des contagions les plus mortelles auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épicure nous a laissé un sage conseil à cet égard. Entourons-nous de personnes qui nous motivent à donner le meilleur de nous-mêmes. Le comportement des gens influence grandement notre état mental. Il y a ceux qui drainent notre énergie et gâchent notre journée, tandis que d'autres nous remplissent de joie et de vigueur. Par conséquent, l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier avec ceux qui apportent de bonnes vibrations dans nos vies, tout en nous éloignant de ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés. Principe numéro 10. La culpabilité est synonyme de fléau. Les personnes étroites blâment les autres. Les personnes communes se blâment elles-mêmes. Mais les sages voient toute culpabilité comme une bêtise. Grâce à cette phrase d'Épicure, les thérapeutes d'aujourd'hui ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment qui doit être éradiqué de nos vies. La seule façon de vaincre la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est que ce chemin n'est pas facile, car en blâmant les autres ou nous-mêmes, nous nous exemptons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Recourir à la culpabilité est une tentation difficile à éviter. Seules les personnes animées par une ferme détermination de la surmonter sont capables de l'éviter et, en même temps, d'assumer la responsabilité de leurs actions. Principe numéro 11. N'oublie jamais que tes réactions forgent ton destin. Nous ne devons pas prendre à la légère nos réactions, car elles marquent définitivement notre succès ou notre échec. Épicure a été très catégorique à cet égard. Il nous a enseigné que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui se passe, mais bien comment le gérer. Le malheur peut frapper n'importe lequel d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons depuis son arrivée qui fera la différence à partir de ce moment-là. Pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation. En revanche, pour Épicure, c'est une occasion en or pour commencer le chemin de l'introspection. Souviens-toi que ta vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais. Principe numéro 12. Remplis toujours tes obligations. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde. Le soleil n'a pas besoin d'éloges ni d'incantations pour se lever chaque matin, mais il le fait sans faute tous les jours, et c'est définitif. De même, tout comme chaque partie de la nature remplit sa fonction, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons d'agréer ou de recevoir des éloges pour faire notre travail, nous échouons tant envers l'environnement auquel nous appartenons qu'envers nous-mêmes. Si nous connaissons notre tâche et sommes conscients que d'autres personnes en dépendent, c'est notre devoir moral de la mener à bien sans attendre que quelqu'un nous le rappelle. Principe numéro 13. Quand tu permets que les commentaires et les attitudes des autres te dérangent, tu cèdes le contrôle de ta vie. Toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître. Cependant, cette personne ne peut te mettre en colère que si tu te permets d'être perturbé par elle.
Épicure nous fait comprendre qu'il y a de nombreuses clés en nous, et certaines nous mènent vers le bonheur, tandis que d'autres nous conduisent directement à la ruine émotionnelle. Et c'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est de dresser une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres, car chacun est définitivement maître de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe numéro 14. Parie sur la simplicité. Pourquoi vivre avec frugalité alors qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe? La réponse est bien plus simple et logique que tu ne le crois. La richesse ne se maintient pas toute seule. Elle nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un style de vie simple, nous cessons d'être entourés par la pression de devoir respecter les échéances de factures, de prêts et de cartes de crédit. Principe numéro 15. Ne hais pas ceux qui te haïssent, ignore-les simplement. Tu es bien plus grand et totalement supérieur à ceux qui te critiquent, te méprisent et te discriminent. Par conséquent, ne perds pas ton temps précieux à haïr cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans tes pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui te nuisent, car ce bruit représente une tentative désespérée de te faire du tort. Alors ignore-le et deviens immunisé contre lui. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse, la véritable richesse. Ce sont les amis authentiques, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle disparaît. Dans notre quête incessante de succès et d'accumulation de biens matériels, nous sous-estimons souvent le pouvoir et l'importance des relations humaines authentiques. Les amis véritables sont ceux qui offrent un soutien inconditionnel, qui nous réconfortent dans les moments difficiles et célèbrent nos joies sans rien attendre en retour. Ils sont un refuge en temps de besoin, un phare dans l'obscurité et un soutien dans les tempêtes de la vie. Cultiver des amitiés authentiques est un investissement inestimable et durable. Nourrir ces connexions nous offre un trésor de soutien émotionnel, de compréhension et de camaraderie qu'aucune quantité de richesse matérielle ne peut égaler. Par conséquent, consacre-toi à cultiver des amitiés, et tu feras un investissement dans des liens d'amitié qui perdurent au-delà des hauts et des bas de la fortune matérielle. Principe numéro 17. Cesse de t'inquiéter pour ce qui est hors de ton contrôle. Tu es maître de ton opinion, mais pas de ta réputation. Tu as le désir et l'ardeur de la recherche, mais tu ne peux pas contrôler la quantité de biens que tu possèdes ou le succès. Par conséquent, se préoccuper et s'aigrir pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler est simplement une perte de temps. Selon Épicure, nous sommes appelés à cultiver les valeurs que nous avons la possibilité de changer, mais aussi à lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle et laisser le destin s'en occuper. Principe numéro 18. Tire toujours profit des choses. Quoi qu'il arrive, il dépend de toi d'en tirer avantage ou non. Ce sont les mots d'Épicure. Comme tu peux le voir, il ne s'agit pas d'avoir l'option de tirer le bon côté de l'adversité, mais de le faire est notre devoir. Tant qu'il y aura de l'intelligence en toi, il y aura la capacité de te rendre compte des avantages que tu peux tirer de la situation qui t'a impacté. Imagine qu'un jour, tu arrives au travail et apprends que tu seras licencié. Au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre toi, tu as l'option de te lancer dans cette entreprise que tu as rêvé de faire pendant que tu remplissais ton horaire de travail avec des personnes que tu n'aimais pas. Par conséquent, essaie toujours de chercher le côté positif dans une situation, car ce mouvement, ajouté tout au long de ta vie, te mènera sans aucun doute plus loin que de simplement te lamenter. En plus d'être incroyablement utiles pour la vie quotidienne, les principes stoïciens sont des enseignements qui peuvent nous aider à naviguer les mauvais moments avec intérêt et résilience. Car dans leur philosophie,
Il n'y a pas de place pour la fantaisie, seulement pour appliquer ce qui a été appris et continuer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Avez-vous déjà rêvé d'un monde où tout ce que vous désirez se réalise? Un endroit où vos objectifs, vos rêves et vos aspirations ne sont pas seulement des possibilités, mais des réalités palpables. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret qui peut vous aider à y parvenir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un truc, c'est une philosophie de vie, le stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos actions, sur nos réactions, sur notre mentalité. Cela nous montre comment, ce faisant, nous pouvons transformer notre réalité et réaliser des choses incroyables. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 clés stoïciennes qui vous aideront à y parvenir. Chaque clé sera expliquée en détail, accompagnée d'une citation d'un philosophe stoïcien qui illustre sa signification. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour un voyage au cœur du stoïcisme. Avant de continuer, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo, afin qu'elle puisse toucher beaucoup plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Clé 1, ataraxie. La paix intérieure. La première clé stoïcienne pour se concentrer sur soi-même est l'ataraxie, un terme grec qui se traduit par paix intérieure ou imperturbabilité. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs extérieurs ou dans l'approbation des autres, mais dans la tranquillité d'esprit. L'ataraxie s'obtient en acceptant le monde tel qu'il est, sans souhaiter que les choses soient différentes. Il s'agit de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réaction à ceux-ci. En nous libérant des attentes et en acceptant la réalité, nous pouvons trouver la paix intérieure. Comme le disait Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, ce ne sont pas les choses qui vous dérangent, mais les opinions que vous en avez. Cette phrase nous rappelle que notre paix intérieure dépend de la façon dont nous interprétons et réagissons aux événements de la vie, et non des événements eux-mêmes. L'ataraxie est donc une clé puissante pour se concentrer sur soi-même. En cultivant la paix intérieure, vous pouvez vous libérer des soucis inutiles et vous concentrer sur ceux qui comptent vraiment, votre croissance et votre développement personnel. Clé 2, amor fati, aimer le destin. La deuxième clé stoïcienne est amor fati, qui se traduit par destin amoureux. Ce concept nous invite à accepter et à aimer tout ce que la vie nous apporte, le bon comme le mauvais. Au lieu de résister aux défis ou de déplorer l'adversité, les stoïciens nous apprennent à les accepter comme faisant partie de notre chemin. Amor fati est la pratique qui consiste à considérer chaque événement de notre vie, même les plus difficiles, comme nécessaires et bénéfiques à notre croissance. Il s'agit de comprendre que chaque expérience, aussi douloureuse ou difficile soit-elle, a un but et peut nous enseigner de précieuses leçons. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour « Acceptez ce qui vous vient et s'inscrit dans le modèle de votre destin, pour ce qui pourrait le mieux répondre à vos besoins. » Cette citation nous rappelle que chaque événement de notre vie est exactement ce dont nous avons besoin à ce moment-là pour apprendre, grandir et évoluer. En pratiquant l'amor fati, vous pouvez considérer chaque défi comme une opportunité de grandir et chaque adversité comme une leçon précieuse. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel au lieu de vous laisser entraîner dans la résistance ou le ressentiment. Clé 3. Prosoché. Attention pleine. La troisième clé stoïcienne est prosoché, qui se traduit par pleine conscience. Les stoïciens ont souligné l'importance de vivre dans le présent et de prêter attention à nos actions et pensées actuelles.
Prosoche est la pratique consistant à être pleinement présent à chaque instant, en prêtant attention à nos actions, pensées et émotions sans jugement. C'est la conscience que nous n'avons de contrôle que sur nos actions et réactions dans le présent, et que notre attention doit être concentrée sur la bonne chose à faire ici et maintenant. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ne demandez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais faites que les choses arrivent comme elles arrivent, et vous serez heureux. » Cette citation nous rappelle d'accepter la réalité telle qu'elle est et de concentrer notre attention sur nos propres actions et réactions. En pratiquant la prosoche, vous pouvez apprendre à vivre dans le présent et à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions et réactions. Cette pleine conscience vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel au lieu de vous soucier de ceux qui échappent à votre contrôle. Clé 4, Eudaimonia, la bonne vie. La quatrième clé stoïcienne est Eudaimonia, qui se traduit par la bonne vie ou le bonheur. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères ou dans l'accumulation de richesses, mais dans une vie vertueuse et déterminée. L'eudaimonia s'obtient en vivant en accord avec la nature, ce qui pour les stoïciens signifie vivre vertueusement. Il s'agit de comprendre que notre véritable bonheur et notre satisfaction proviennent de nos propres actions et de notre caractère, et non de circonstances extérieures. Comme le disait Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. » Cette phrase nous rappelle que notre véritable richesse et notre bonheur dépendent de notre caractère et de nos actions, et non de nos possessions matérielles. Eudaimonia est donc une clé puissante pour se concentrer sur soi-même. En poursuivant une bonne vie à travers la vertu et un objectif, vous pouvez trouver une satisfaction durable et significative. Clé 5. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. La cinquième clé stoïcienne est Memento mori, qui signifie se rappeler que vous allez mourir. Ce concept nous rappelle le caractère inévitable de la mort et nous invite à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Memento mori est une pratique de réflexion sur notre mortalité, non pas pour provoquer la peur, mais pour inspirer l'action. En nous rappelant que nos vies sont limitées, nous pouvons apprécier chaque instant et vivre avec plus de détermination et d'intensité. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations « Pensez à vous-même comme si vous étiez mort. Vous avez déjà vécu votre vie. Maintenant, prenez ce qui reste et vivez-la correctement. » Cette citation nous rappelle que chaque jour est un cadeau et qu'il faut le vivre de la meilleure façon possible. En pratiquant le Memento mori, vous pouvez apprendre à apprécier chaque instant et à vivre chaque jour avec détermination et gratitude. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel au lieu de vous soucier de ceux que vous ne pouvez pas contrôler. Clé 6, Inkrateia, autocontrôle. La sixième clé stoïcienne est Inkrateia, qui se traduit par maîtrise de soi. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi est essentielle pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Inkrateia est la pratique consistant à exercer un contrôle sur nos actions, nos pensées et nos émotions. C'est la capacité de résister aux tentations et de garder son sang-froid dans des situations difficiles. Les stoïciens croyaient que la maîtrise de soi nous permet de vivre selon nos valeurs et nos principes plutôt que de nous laisser emporter par nos passions ou les circonstances extérieures. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a déclaré « La liberté n'est pas garantie par la plénitude des choses que l'on possède ou par l'abondance des plaisirs, mais par l'absence de désir. » Cette citation nous rappelle que la véritable maîtrise de soi ne consiste pas à supprimer nos désirs, mais à s'en libérer. En pratiquant l'Inkrateia, vous pouvez apprendre à exercer un contrôle sur vos actions et vos émotions,
vous permettant ainsi de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel. Clé 7. Affiliation. La 7e clé stoïcienne est l'affiliation ou le sentiment d'appartenance. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'une communauté plus vaste et que nous avons la responsabilité de contribuer au bien-être des autres. L'affiliation est la pratique consistant à reconnaître notre lien avec les autres et à agir en conséquence. C'est comprendre que nos actions ont un impact sur les autres et que nous devons considérer cet impact dans nos décisions. Héraclès, philosophe stoïcien, a proposé un modèle de cercle concentrique d'affiliation dans lesquels soi-même est au centre, suivi de la famille, des amis, de la communauté, de l'humanité et enfin du cosmos. Ce modèle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nos actions peuvent avoir un impact au-delà de nous-mêmes. En pratiquant l'adhésion, vous pouvez apprendre à considérer l'impact de vos actions sur les autres et contribuer au bien-être de votre communauté. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel tout en contribuant au bien-être des autres. Clé 8. Amour pour l'humanité. La 8e clé stoïcienne est l'amour pour l'humanité. Les stoïciens croyaient à l'importance de la gentillesse et de la générosité envers les autres. C'est la pratique d'agir avec gentillesse et générosité envers les autres sans rien attendre en retour. Il s'agit de comprendre que nous faisons tous partie de la même communauté humaine et que nous avons la responsabilité de prendre soin des autres et de les soutenir. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « Partout où se trouve un être humain, il y a une opportunité de bonté ». Cette citation nous rappelle que nous avons toujours la possibilité d'agir avec bienveillance et générosité, peu importe les circonstances. En pratiquant l'amour de l'humanité, vous pouvez apprendre à agir avec bienveillance et générosité, vous permettant ainsi de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel, tout en contribuant au bien-être des autres. Clé 9. Modération. La 9e clé stoïcienne est la modération. Les stoïciens croyaient à l'importance de vivre une vie équilibrée et d'éviter les excès. C'est la pratique de rechercher l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. C'est comprendre que les excès, qu'il s'agisse de plaisir ou de difficultés, peuvent nous conduire au malheur et à la souffrance. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins ». Cette citation nous rappelle que la véritable richesse et le bonheur proviennent d'une vie équilibrée et modérée, et non de l'accumulation de biens ou de plaisirs. En pratiquant la modération, vous pouvez apprendre à rechercher l'équilibre dans votre vie et à éviter les excès. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 10. Différencie ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Les stoïciens croyaient que la clé pour vivre une vie paisible et épanouissante était de se concentrer sur les choses qui sont sous notre contrôle et d'accepter celles qui échappent à notre contrôle. C'est la pratique consistant à faire la différence entre nos actions et nos pensées qui sont sous notre contrôle et les événements extérieurs qui échappent à notre contrôle. Il s'agit de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a déclaré « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions sur les choses ». Cette citation nous rappelle que notre paix et notre bonheur dépendent de la façon dont nous interprétons et réagissons aux événements de la vie, et non des événements eux-mêmes. En pratiquant la différenciation, vous pouvez apprendre à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 11. Prévision des maux. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'exercice consistant à visualiser les défis ou difficultés possibles auxquels ils pourraient être confrontés à l'avenir. C'est la pratique d'anticiper et de se préparer mentalement à d'éventuels défis ou adversités.
Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être préparé et d'avoir un plan d'action au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a déclaré « Le sage considère toujours l'adversité comme possible et est donc prêt à y faire face. » Cette citation nous rappelle que la vraie sagesse ne consiste pas à espérer le meilleur, mais à se préparer au pire. En pratiquant la prospective, vous pouvez apprendre à anticiper et à vous préparer aux défis, vous permettant ainsi de rester calme et posé même dans les situations les plus difficiles. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 12. Connexion universelle. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'un tout plus vaste et que nous sommes intrinsèquement connectés à l'univers. C'est la pratique consistant à reconnaître notre lien avec l'univers et à agir en conséquence. C'est comprendre que nos actions ont un impact sur l'univers et que nous devons considérer cet impact dans nos décisions. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses Méditations « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cette citation nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus vaste et que nos actions peuvent avoir un impact au-delà de nous-mêmes. En pratiquant la connexion universelle, vous pouvez apprendre à considérer l'impact de vos actions sur l'univers et contribuer au bien-être de la communauté universelle. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 13. Arrêté, excellence de caractère. La 13e clé stoïcienne est arté, qui se traduit par excellence du caractère. Les stoïciens croyaient que le but de la vie était de développer un caractère vertueux et de vivre en accord avec la nature. Arté est la pratique de cultiver les vertus et de vivre conformément à nos valeurs. Il s'agit de comprendre que notre véritable bonheur et notre satisfaction proviennent de nos propres actions et de notre caractère, et non de circonstances extérieures. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a déclaré « Ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais faites en sorte que les événements se produisent au fur et à mesure qu'ils se produisent, et vous aurez une vie paisible. » Cette citation nous rappelle que notre paix et notre bonheur dépendent de la façon dont nous interprétons et réagissons aux événements de la vie, et non des événements eux-mêmes. En pratiquant l'arté, vous pouvez apprendre à cultiver un caractère vertueux et à vivre en accord avec vos valeurs. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 14. Devoir. Les stoïciens croyaient que chacun de nous avait un devoir moral ou une responsabilité envers lui-même et envers les autres. C'est la pratique consistant à remplir nos devoirs et nos responsabilités, non par obligation ou par peur des conséquences, mais parce que c'est la bonne chose à faire. C'est comprendre que nos actions ont un impact sur nous-mêmes et sur les autres, et que nous devons agir conformément à nos valeurs et principes. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses Méditations « Faites ce qui est en harmonie avec la nature d'un homme bon ». Cette citation nous rappelle que notre devoir est d'agir selon notre nature et de vivre une vie vertueuse. En exerçant votre devoir, vous pouvez apprendre à remplir vos devoirs et responsabilités d'une manière qui est en harmonie avec vos valeurs et vos principes. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 15. Logos. Raison universelle. La 15e et dernière clé stoïcienne est logos, qui se traduit par raison universelle. Les stoïciens croyaient que l'univers est gouverné par une raison ou une logique inhérente et que nous devrions nous efforcer de vivre en harmonie avec cette raison. Le logos est la pratique de recherche de la vérité et de la sagesse à travers la raison et la logique. Il s'agit de comprendre que nos actions et nos décisions doivent être guidées par la raison et non par les émotions ou les désirs. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses Méditations «
Tout ce qui arrive, arrive de la manière que la nature universelle veut qu'il se produise. Cette citation nous rappelle que nous devons nous efforcer de comprendre et de vivre en harmonie avec la raison universelle. En pratiquant le logos, vous pouvez apprendre à prendre des décisions rationnelles et à vivre en harmonie avec la raison universelle. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les 15 clés stoïciennes pour se concentrer sur soi. Chacune de ces clés nous offre une perspective unique sur la façon de vivre une vie pleine et pleine de sens. De l'ataraxie au logo, ces clés nous rappellent que nous avons le pouvoir de contrôler nos actions et nos réactions, de vivre conformément à nos valeurs et principes, et de contribuer au bien-être des autres. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais un guide pratique pour la vie quotidienne. En appliquant ces clés à votre vie, vous pouvez trouver la paix intérieure, vivre avec un but et libérer votre potentiel. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle ? Comme le disait le grand stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie être une bonne personne ou vous êtes-vous déjà senti confus face aux actions de quelqu'un? Définir. Ce qu'est une bonne ou une mauvaise personne peut être compliqué et multiforme. Ces concepts sont subjectifs et varient considérablement selon les différentes cultures et points de vue individuels. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des signes subtils qui nous aident à reconnaître le vrai caractère des gens. Nous allons parler de 9 comportements qui révèlent le mal chez les gens, alors restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier de ces comportements est le plus dangereux et capable de nuire à de nombreuses personnes innocentes. Le stoïcisme nous propose quelques idées sur la manière de distinguer le bien du mal. Selon cette philosophie, les bonnes actions s'alignent sur la raison, tandis que les mauvaises actions la contredisent. Vivre une vie vertueuse signifie vivre avec justice, gentillesse, courage et sagesse. Une bonne personne attire ceux qui recherchent la chaleur et la lumière, comme un aimant. En revanche, une mauvaise personne, même si elle essaie de se déguiser en bonne, ne peut pas maintenir indéfiniment la façade. Au fil du temps, le masque tombe et révèle son vrai visage. L'observation de ces 9 modèles de comportement nous aidera à comprendre cette dynamique et à améliorer notre propre comportement. Premier comportement, manque de repentance. Le manque de repentir est un comportement qui en dit long sur la nature d'une personne. Ceux qui refusent de reconnaître leurs erreurs, même lorsqu'on leur présente des preuves évidentes, font preuve d'un entêtement dangereux. Ce type de personnes construisent des murs d'excuses et de rationalisation au lieu de rechercher la compréhension et la réconciliation. Refuser de s'excuser est une manière de protéger son ego, évitant ainsi tout type de vulnérabilité. La tendance à déformer les faits pour les adapter à votre récit ou pour culpabiliser les autres est une tactique manipulatrice qui masque des insécurités plus profondes et éventuellement des pathologies narcissiques. Cette attitude entrave non seulement la croissance personnelle, mais érode également la confiance et le respect dans vos relations. En revanche, une bonne personne reconnaît ses erreurs et les considère comme des opportunités d'apprendre et de grandir, faisant preuve d'humilité et de maturité. Deuxième comportement, jouir de la souffrance des autres. Jouir de la souffrance des autres est un comportement qui va au-delà d'un simple manque d'empathie. C'est le signe d'une profonde déconnexion émotionnelle et, dans certains cas, d'une prédisposition sadique.
Ces personnes font non seulement preuve d'indifférence à l'égard de la douleur des autres, mais elles peuvent également y trouver de la satisfaction. Ce plaisir malicieux peut se manifester de manière subtile, comme par des sourires sournois ou des commentaires sarcastiques déguisés en humour. L'incapacité d'offrir du soutien ou du réconfort dans les moments d'adversité révèle une incapacité à se connecter émotionnellement à la souffrance des autres. Ce comportement est inquiétant et nuisible car il affecte non seulement les victimes immédiates, mais crée également un environnement toxique où la cruauté et l'indifférence peuvent prospérer. Troisième comportement, incohérence dans les convictions et les promesses. L'incohérence dans les convictions et les promesses est un signe clair d'égocentrisme et de manque d'intégrité. Ces personnes changent d'opinion et de position en fonction de ce qui leur est le plus bénéfique à un moment donné, démontrant un manque de fermeté et de loyauté envers leurs propres mots. Ce comportement révèle une tendance à manipuler les situations pour son propre bénéfice sans considérer les conséquences pour les autres. L'incohérence nuit aux relations car elle engendre la méfiance et rend difficile pour les autres de savoir à quoi ils peuvent faire confiance. Les promesses non tenues et les opinions inconstantes créent un environnement d'incertitude et de déception, érodant la crédibilité et le respect de ces personnes. Pour entretenir des relations saines et de confiance, il est essentiel de faire preuve de cohérence et de fidélité à nos principes et engagements. Quatrième comportement, plainte constante. Se plaindre constamment est un comportement qui peut drainer l'énergie émotionnelle de votre entourage. Les gens qui trouvent toujours à redire à tout et à tout le monde se concentrent excessivement sur les aspects négatifs de la vie, créant ainsi un environnement toxique. Ce modèle de comportement révèle non seulement une profonde insatisfaction, mais aussi une incapacité à reconnaître et à apprécier les bonnes choses qui existent dans votre environnement. Se plaindre constamment peut être le reflet d'insécurité interne et d'une faible estime de soi. Ne parvenant pas à voir le côté positif, ces personnes se sentent souvent piégées dans un cycle de négativité qui renforce leur vision pessimiste du monde. De plus, les plaintes peuvent être utilisées comme un outil pour manipuler les autres. En exprimant constamment leur mécontentement, ces personnes peuvent attirer l'attention, gagner de la sympathie ou même manipuler les autres pour obtenir ce qu'elles veulent. Ce comportement peut amener les autres à se sentir frustrés, impuissants ou coupables de ne pas pouvoir améliorer la situation, perpétuant ainsi un cycle de négativité qui affecte les relations et le bien-être émotionnel de toutes les personnes impliquées. Cinquième comportement, besoin de contrôle. Le besoin de contrôler les autres est un comportement qui peut être très préjudiciable, tant pour celui qui le contrôle que pour ceux qui sont sous son influence. Ces personnes se présentent souvent comme des dirigeants ou des conseillers bien intentionnés, mais leur véritable objectif est de manipuler les circonstances et les actions des autres en fonction de leurs propres intérêts. Ce besoin de contrôle peut être motivé par une peur profonde de l'incertitude ou une insécurité quant à votre propre capacité à influencer votre environnement de manière positive. Pour exercer un contrôle, ces personnes peuvent recourir à des tactiques autoritaires, à des manipulations subtiles, à la culpabilité, voire au chantage émotionnel. Par exemple, ils peuvent imposer leurs opinions et leurs décisions aux autres, démontrant ainsi un manque de respect pour les opinions et les sentiments des autres. De plus, ils peuvent utiliser la culpabilité pour que les autres se sentent responsables du respect de leurs souhaits, ou recourir au chantage émotionnel pour influencer les décisions des autres. Ce besoin de contrôle peut également conduire à une atteinte à la vie privée et au manque de respect des limites personnelles. Les personnes qui contrôlent s'immiscent souvent dans des affaires qui ne les concernent pas, justifiant leurs actions par la conviction qu'elles savent ce qui est le mieux pour les autres. Non seulement ce comportement constitue une violation des limites personnelles, mais il peut également créer un environnement de méfiance et de ressentiment.
En fin de compte, le besoin de contrôler les autres reflète un manque de confiance dans leur capacité à prendre des décisions par eux-mêmes et à gérer leur propre vie. Pour entretenir des relations saines et respectueuses, il est essentiel de reconnaître et de respecter l'autonomie et les limites des autres, permettant à chaque individu la liberté de prendre ses propres décisions et d'apprendre de ses propres expériences. 6e comportement, indifférence. L'indifférence est un comportement subtil mais profondément insidieux qui peut avoir des effets dévastateurs sur les relations interpersonnelles. Les personnes qui présentent ce comportement peuvent, à première vue, sembler gentilles et aimantes. Cependant, une observation plus approfondie révèle un manque alarmant d'empathie et d'intérêt réel pour les autres. L'indifférence ne se manifeste pas nécessairement par des actes de cruauté manifestes, mais plutôt par un manque constant de réponse émotionnelle et d'attention aux sentiments et aux besoins des autres. L'une des manifestations les plus courantes de l'indifférence est la monopolisation des conversations. Seules personnes ont tendance à se concentrer exclusivement sur leurs propres intérêts, problèmes et réalisations, laissant peu de place aux autres pour partager leurs expériences et leurs sentiments. Ce comportement n'est pas seulement une manifestation d'égocentrisme, mais reflète également un manque de considération et de respect envers autrui. Lorsqu'une personne détourne constamment les conversations vers elle-même, elle envoie le message que les autres ne sont pas importants, sapant ainsi l'estime de soi et la valeur perçue de ses interlocuteurs. De plus, l'indifférence peut se manifester par un manque d'intérêt véritable pour les besoins et les sentiments des autres. Ce comportement peut être particulièrement préjudiciable dans les relations étroites, telles que les amitiés, les relations familiales et les partenariats de travail. Le manque de compassion et d'empathie devient évident lorsque ces personnes ne se soucient pas des problèmes et des émotions de leur entourage. Ils peuvent paraître distraits, désintéressés ou même impatients lorsque les autres expriment leurs difficultés ou leur joie. Ce véritable altruisme a de profondes implications. L'empathie est une composante essentielle de la connexion humaine, et son absence crée un vide émotionnel qui peut être difficile à surmonter. Les personnes qui sont la cible de l'indifférence peuvent avoir le sentiment que leurs sentiments et leurs expériences n'ont pas d'importance, ce qui peut entraîner une diminution de l'estime de soi et un sentiment accru de solitude et d'isolement. De plus, l'indifférence peut favoriser un environnement de froideur et de déconnexion, dans lequel les relations deviennent superficielles et transactionnelles, plutôt que basées sur le soutien et la compréhension mutuelle. L'indifférence peut aussi être une forme de manipulation émotionnelle. En ne répondant pas émotionnellement aux autres, ces personnes sont capables d'exercer un contrôle sur leurs relations, créant ainsi une dynamique dans laquelle les autres s'efforcent constamment d'attirer leur attention et leur approbation. Cette dynamique peut être épuisante et préjudiciable pour ceux qui en sont victimes, car elle perpétue un cycle d'insécurité et de dépendance émotionnelle. Bref, l'indifférence est un comportement qui va au-delà du simple manque d'intérêt. C'est le signe d'une profonde déconnexion émotionnelle et d'un manque d'empathie. Reconnaître cette tendance est crucial pour traiter et atténuer ses effets sur les relations personnelles. Favoriser l'empathie et une véritable attention envers les autres est essentiel pour construire des relations saines et significatives, où chacun se sent valorisé et compris. 7e comportement, mentir habituel. Le mensonge habituel est un comportement qui, même s'il peut sembler inoffensif dans certains contextes, peut potentiellement causer des dommages importants et durables aux relations et à la confiance interpersonnelle. Les personnes qui recourent constamment au mensonge le font dans le cadre d'une stratégie visant à manipuler les situations et les personnes à leur propre avantage. Cette manipulation peut se manifester de diverses manières, depuis des exagérations mineures jusqu'à une tromperie délibérée et complexe.
Le mensonge devient un outil pour obtenir ce qu'ils veulent, qu'il s'agisse de pouvoir, de contrôle, de reconnaissance ou d'évitement de conséquences négatives. La fréquence avec laquelle ces personnes mentent crée un environnement de méfiance. Dans une relation où une personne ment habituellement, les autres membres commencent à remettre en question la véracité de tout ce qu'ils disent. La confiance, pierre angulaire de toute relation saine, s'érode rapidement lorsque la vérité est constamment sacrifiée au profit du gain personnel. Sans confiance, les relations deviennent fragiles et sont constamment sur le point de s'effondrer, le doute et la suspicion remplaçant la sécurité et la certitude. L'impact du mensonge habituel va au-delà des relations personnelles. Dans le cadre professionnel, par exemple, un menteur habituel peut provoquer des conflits, des malentendus et une culture de méfiance qui affecte le moral et la productivité de l'équipe. Les mensonges peuvent conduire à des décisions fondées sur de fausses informations, ce qui peut avoir de graves conséquences pour l'organisation. De plus, lorsque le mensonge est découvert, la réputation du menteur est gravement affectée et regagner la confiance de ses collègues et de ses supérieurs peut être extrêmement difficile, voire impossible. La volonté de sacrifier la vérité pour atteindre des objectifs personnels révèle un profond égocentrisme. Les personnes qui mentent donnent généralement la priorité à leurs propres besoins et désirs plutôt qu'à l'honnêteté et à l'intégrité. Ce comportement reflète un manque d'éthique, puisque ces personnes ne considèrent pas l'impact de leurs mensonges sur les autres. Le manque de considération pour les conséquences de leurs actes indique un manque d'empathie et de respect envers leur entourage. De plus, le mensonge habituel peut avoir des conséquences psychologiques tant pour le menteur que pour les victimes de ces mensonges. Pour le menteur, entretenir un réseau de tromperie nécessite un effort mental constant, qui peut entraîner un stress important et, à terme, une perte de contact avec la réalité. Pour les victimes, découvrir qu'elles ont été trompées peut entraîner un traumatisme émotionnel, une perte de confiance dans les autres et une difficulté accrue à nouer des relations saines à l'avenir. Dans un contexte plus large, le mensonge habituel peut contribuer à un environnement social dans lequel la vérité et l'honnêteté sont moins valorisées, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la cohésion sociale et la confiance du public. Lorsque le mensonge devient normal, l'intégrité et l'éthique sont compromises, ce qui peut conduire à une société plus cynique et méfiante. En bref, le mensonge habituel est un comportement néfaste qui révèle un profond égocentrisme et un manque d'éthique. La manipulation constante et la méfiance qu'elle génère minent les relations personnelles et professionnelles et peuvent avoir des effets psychologiques et sociaux durables. Favoriser l'honnêteté et l'intégrité est essentiel pour bâtir des relations et des communautés fondées sur la confiance et le respect mutuel. 8e comportement. Froideur émotionnelle. La froideur émotionnelle est un comportement qui peut avoir de profondes implications sur les relations interpersonnelles et sur la santé émotionnelle des personnes impliquées. Les personnes qui font preuve de froideur émotionnelle ont tendance à rester à l'écart et à montrer peu ou pas d'intérêt pour les problèmes et les émotions des autres. Cette attitude peut être particulièrement douloureuse pour ceux qui recherchent un soutien émotionnel, car ils se sentent ignorés et dévalorisés. La froideur émotionnelle s'accompagne souvent d'égoïsme. Les personnes émotionnellement froides donnent la priorité à leurs propres besoins et désirs, plutôt qu'à ceux des autres, et leur insensibilité peut être un moyen d'éviter l'effort émotionnel nécessaire pour prendre soin des autres. Cette attitude peut se manifester dans des situations où de l'empathie et du soutien sont attendus, comme lorsqu'un de vos proches traverse une période difficile. Au lieu d'offrir du réconfort, une personne émotionnellement froide peut réagir avec indifférence ou même désapprobation, minimisant les problèmes de l'autre ou changeant rapidement de sujet pour se concentrer sur elle-même. La froideur émotionnelle peut être insensible parce qu'elle leur convient.
Faire preuve d'empathie et prendre soin des autres demande des efforts et peut parfois être épuisant sur le plan émotionnel. En évitant toute implication émotionnelle, ces personnes protègent leurs propres ressources émotionnelles, mais au prix de s'aliéner et de blesser les autres. Cette insensibilité peut être particulièrement néfaste dans les relations proches, comme celles avec un partenaire, la famille ou des amis proches, où le soutien émotionnel et l'empathie sont essentiels. De plus, la froideur émotionnelle peut également être une tactique consciente ou inconsciente pour maintenir le contrôle dans une relation. En restant distant et en ne montrant pas de vulnérabilité, ces personnes peuvent éviter les situations où elles se sentiraient obligées de céder ou de faire des compromis. Ce contrôle émotionnel leur permet de dicter les termes de la relation, évitant toute dépendance émotionnelle ou réciprocité qui pourrait les rendre vulnérables. Cette tactique peut créer un déséquilibre de pouvoir dans la relation, où une personne recherche toujours de l'affection et de la validation, tandis que l'autre les retient comme forme de contrôle. La froideur émotionnelle peut avoir des racines profondes dans des expériences passées. Parfois, il s'agit d'un mécanisme de défense développé en réponse à un traumatisme ou à des expériences négatives antérieures. En restant émotionnellement distantes, ces personnes tentent de se protéger contre une nouvelle blessure. Cependant, cette défense peut devenir une barrière qui nous empêche d'établir des liens significatifs et satisfaisants avec les autres. L'impact de la froideur émotionnelle sur les relations peut être important. Les personnes qui recherchent le soutien émotionnel d'une personne froide peuvent ressentir une frustration, une tristesse et un ressentiment croissant. Cette déconnexion émotionnelle peut conduire à une rupture de communication et à un sentiment d'isolement, car les besoins émotionnels de l'une des parties ne sont pas satisfaits. Dans les environnements de travail, la froideur émotionnelle peut créer un environnement distant et peu collaboratif, affectant la cohésion et le moral des équipes. En bref, la froideur émotionnelle est un comportement complexe qui peut être enraciné dans l'égoïsme, la commodité et le besoin de contrôle. Bien qu'il s'agisse d'un mécanisme de défense développé par des expériences passées, son impact sur les relations interpersonnelles est profond et négatif. Favoriser l'empathie, un véritable intérêt pour les autres et la volonté de faire preuve de vulnérabilité sont des étapes essentielles pour surmonter la froideur émotionnelle et construire des relations plus solides et plus significatives. 9e comportement, parler mal des autres. Dire du mal des autres est un comportement insidieux qui peut causer des dommages importants, tant au niveau individuel qu'au niveau du groupe. Cet acte de critiquer ou de rabaisser les autres dans leur dos est par essence une stratégie d'autopromotion aux dépens des autres. Les personnes qui ont recours à ce comportement cherchent à élever leur propre position en diminuant celle des autres, créant ainsi un faux sentiment de supériorité. Ce comportement révèle un manque d'honnêteté et de loyauté. En parlant négativement de quelqu'un en son absence, ces personnes montrent qu'elles ne sont pas dignes de confiance. La loyauté implique de défendre les gens en leur absence et de parler avec intégrité, mais ceux qui critiquent les autres dans leur dos trahissent ces principes fondamentaux. Ce comportement suggère également une tendance manipulatrice. En répandant des rumeurs ou en critiquant les autres, ces personnes tentent d'influencer la perception que les autres ont d'elles, créant des divisions et de la méfiance au sein du groupe. L'impact du dénigrement des autres est profond et multiforme. Tout d'abord, cela crée un environnement de négativité et de méfiance. Lorsque les gens découvrent qu'ils ont été critiqués dans leur dos, ils se sentent trahis et blessés, ce qui peut conduire à une détérioration des relations. Cette atmosphère toxique affecte le moral et la cohésion du groupe, que ce soit dans le cadre personnel, social ou professionnel. La négativité constante peut également affecter la santé mentale et émotionnelle des personnes concernées, créant du stress, de l'anxiété et un sentiment d'insécurité.
parler en mal des autres indique également une profonde insécurité personnelle. Ceux qui ont recours à ce comportement le font souvent pour compenser leur propre insécurité et leur manque d'estime de soi. En soulignant les défauts et les défauts des autres, ils tentent de détourner l'attention de leur propre faiblesse et d'acquérir un faux sentiment de pouvoir et de contrôle. Cependant, cette approche est contre-productive car elle ne s'attaque pas aux véritables causes de votre insécurité et ne fait que perpétuer un cycle de négativité et d'auto-sabotage. De plus, l'habitude de dire du mal des autres peut avoir des conséquences à long terme sur la réputation de celui qui le fait. Les personnes qui critiquent constamment les autres finissent par être considérées comme indignes de confiance et déloyales, ce qui peut conduire à l'isolement social. La réputation d'être une personne négative et manipulatrice peut être difficile à surmonter et peut affecter les opportunités personnelles et professionnelles. Pour briser ce cycle, il est crucial de favoriser une culture de respect et d'honnêteté. Cela implique d'aborder les problèmes directement avec les personnes concernées plutôt que de parler dans leur dos. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour résoudre les conflits et établir des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. De plus, il est important de travailler sur sa propre estime de soi et sa confiance en soi afin de ne pas ressentir le besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux dans sa peau. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.